Donc, bonsoir à tous. Donc, le titre de cette présentation va concerner donc la spectrométrie de masse. Donc, que je vais finalement opposer donc aux techniques immunologiques. Donc, dans un premier temps, je vais faire une petite introduction sur les aspects généraux des tests immunologiques versus la LCMSMS. Ensuite, on abordera la quantification des stéroïdes où la spectrométrie de masse est hautement recommandée et je vous expliquerai pourquoi dans les slides qui vont arriver. Et ensuite, je vous parlerai donc de la mesure de la thyroglobuline pour laquelle le recours à la spectrométrie de masse est un peu plus controversé. Alors, vous savez que les tests immunologiques vont utiliser des anticorps qui vont reconnaître des antigènes, donc avec une haute spécificité, du moins on l'espère. Alors, ils peuvent être réalisés selon un design compétitif où les anticorps vont être ajoutés en quantité limitée versus non compétitif, où là on aura deux épitopes différents qui vont être reconnus par un anticorps de capture et un anticorps signal. Et enfin, ces tests immunologiques pourront utiliser différents systèmes pour la mesure du signal, incluant par exemple une réaction enzymatique ou la génération de chémiluminescence. Alors, ces tests immunologiques, eh bien, c'est une technique qui est très hautement utilisée dans les laboratoires suite à sa facilité d'utilisation, son faible coût et son automation, on va dire, complète va permettre d'atteindre des TAT qui seront généralement courts avec un haut débit d'analyse. De plus, donc suite à la réglementation IVD, il y a pas mal de kits, il y a beaucoup de kits commerciaux qui sont marqués CI-IVD et qui peuvent être utilisés dans cette indication. Alors, au niveau des désavantages, on sait tous qu'un test immunologique va pouvoir fournir des résultats hétérogènes. Alors, cette hétérogénéité des résultats, elle peut être expliquée par des différences de calibration, mais également par des différences d'épitopes qui vont être reconnues par les anticorps. Et dans cette finalement revue très récente qui a été publiée en 2022, eh bien, l'auteur a décrit toutes les interférences qui peuvent donner des problèmes dans les tests immunologiques en accord avec les différentes méthodes qui peuvent être réalisées au laboratoire pour les identifier. Alors, ces interférences, eh bien, elles vont avoir une fréquence donc, entre 0,4 et 4 et elles vont s'accompagner de conséquences cliniques dans la moitié des cas, avec le plus grand risque, eh bien, avoir l'obtention d'un mauvais diagnostic ou la réalisation d'investigations complémentaires qui sont normalement non nécessaires. Un autre problème qui pourra être rencontré sera la faible sensibilité qui sera notamment problématique pour les stéroïdes et plus particulièrement pour réaliser des investigations chez des femmes dans des populations féminines ou dans des populations pédiatriques. Alors, la spectrométrie de masse présente plusieurs avantages avec une haute sensibilité et haute spécificité qui sont vraiment reliés à son mode de fonctionnement qui va être basé sur la séparation des ions sur base de leur rapport masse sur charge. Alors, un autre intérêt de la spectrométrie de masse, ça va être la possibilité de mesurer simultanément un panel d'analyse. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, il y a des panels commerciaux donc, qui vont pouvoir être utilisés pour mesurer simultanément différents immunosuppresseurs ou différents stéroïdes. Un autre avantage est la possibilité de mesurer ces analytes sur différentes matrices, comme par exemple l'urine, la salive ou le sang total. Et par exemple, au laboratoire, eh bien, la mesure du cortisol urinaire ou salivaire eh bien, sont réalisées dans le même run, malgré le fait que le range de concentration soit très différent pour ces deux matrices. Alors, on le sait tous, la spectrométrie de masse constitue un coût très élevé, va nécessiter d'avoir du personnel entraîné et la technique d'extraction qui peut être automatisée est généralement très longue et va entraîner finalement des CAT beaucoup plus longs par rapport aux techniques immunologiques.
Alors maintenant, on va vraiment aborder donc la quantification des stéroïdes et plus particulièrement les difficultés qui ont été rencontrées lorsqu'on a développé les premiers tests immunologiques donc permettant la mesure de ces stéroïdes. Alors en fait, ici, vous avez une représentation classique d'un noyau stéroïdien. Donc vous voyez que ce sont des molécules qui sont très petites. Et donc, vu que ces molécules sont très petites, eh bien, elles peuvent devenir immunogéniques, c'est-à-dire induire la génération d'anticorps, après avoir été liées donc, à des macromolécules comme l'albumine ou la thyroglobuline. Et donc, les anticorps qui vont être produits vont rester finalement aveugles vis-à-vis de ce lien qui permet la conjugaison entre le stéroïde et les macromolécules, et donc ne vont pas comment dire, reconnaître l'entièreté de la molécule, ce qui va expliquer finalement tous les problèmes de réactivité croisée qu'on va pouvoir rencontrer avec des molécules qui seront structurellement proches. Alors, suite à la petite taille de ces molécules, eh bien, les stéroïdes seront mesurés par une technique compétitive. Je vous ai mis un exemple ici que je ne décrirai pas. Mais donc, dans les techniques compétitives, on a seulement un épitope qui va être reconnu par un anticorps, et donc ça va également ouvrir la porte à une plus haute sensibilité au risque de réactivité croisée par rapport aux tests non compétitifs où là on a vraiment deux épitopes différents qui vont être reconnus par un anticorps de capture et un anticorps signal. Et ensuite, le problème qui va se poser, c'est la faible affinité des anticorps qui vont être produits pour le dosage des stéroïdes et qui vont pouvoir expliquer la faible sensibilité qui sera très problématique pour couvrir l'entièreté des applications cliniques. Alors cette slide, c'est simplement pour vous montrer, donc sur base de contrôle de qualité externe, que l'utilisation de la spectrométrie de masse pour la mesure des stéroïdes ne fait qu'augmenter. Vous voyez que par exemple pour la 17-hydroxyprogestérone, eh bien, en 2011, il y avait environ 12% des laboratoires qui utilisaient la spectrométrie de masse et ce pourcentage a augmenté à 71% en 2019. Pour information, vous voyez que les deux autres stéroïdes qui sont les plus fréquemment mesurés par spectrométrie de masse dans les laboratoires sont le cortisol urinaire et l'androstendione. Alors maintenant, on va passer un peu plus en détail sur différents stéroïdes et les problèmes rencontrés. Donc ici, on va démarrer par l'androstendione. Alors l'androstendione, c'est un androgène donc, qui va être produit au niveau surrénalien et au niveau gonadique. Vous voyez que cet androgène va pouvoir être converti en un androgène plus puissant qui est la testostérone grâce à une réaction catalysée par la 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, et cet androstendione pourra être converti en œstrogène et plus particulièrement en œstrone grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Alors dans cet article qui a été publié en 2018, l'auteur a évalué trois plateformes immunologiques, donc un test ERIA compétitif, un test réalisé sur l'Imulite et un test réalisé sur le liaison, et ils ont comparé donc les concentrations en androstendione obtenues par ces trois techniques immunologiques par rapport à une technique de spectrométrie de masse. Alors ici, vous avez les différentes régressions qui ont été obtenues vis-à-vis du test ERIA, la spectrométrie de masse, vis-à-vis de l'Imulite, la spectrométrie de masse, et ici vis-à-vis du liaison. Alors comme on s'y attendait, vous voyez que ici, selon les graphiques de Blunt-Thalmann, eh bien, vous avez une surestimation quasi systématique de ces trois tests immunologiques. Alors, le meilleur agrément, finalement, est obtenu entre le liaison et la spectrométrie de masse, mais vous voyez que malheureusement, le liaison va surestimer les concentrations en androstendione d'environ 35% par rapport à la technique de spectrométrie de masse. L'autre problème qui a été décrit par cet auteur est également la limite de quantification qui est très haute pour l'Imulite et pour le liaison, qui est supérieure à 1 nanomole et qui finalement rend l'utilisation de ce test très compliqué, par exemple pour l'évaluation du statut androgénique dans la population pédiatrique.
Alors, le deuxième androgène que nous allons voir, c'est la 17-hydroxyprogestérone. Donc, c'est un stéroïde qui est particulièrement, c'est pas un androgène, pardon, c'est un stéroïde qui est particulièrement intéressant à évaluer pour le screening et le suivi des patients qui vont souffrir d'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc ici, vous avez la voie de biosynthèse donc, des stéroïdes donc, au niveau surrénalien. Et vous voyez que lorsque vous allez avoir un bloc enzymatique en 21-hydroxylase qui finalement va expliquer 95% des cas d'hyperplasie congénitale des surrénales, eh bien, suite à l'insuffisance de production de cortisol, il va y avoir une perte du rétrocontrôle négatif exercé sur l'hypophyse avec une augmentation de la production d'ACTH qui va favoriser la production d'androgènes et qui va expliquer le phénomène de virilisation. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que dans le cadre du dépistage néonatal, certains laboratoires continuent d'utiliser des techniques immunologiques pour le dosage de la 17-hydroxyprogestérone et le risque de faux positifs sera particulièrement élevé, notamment dans le cadre de prématurité ou lorsque l'échantillon sera prélevé trop rapidement après la naissance. Donc ça, c'est vraiment lié à au fait que certaines enzymes vont être immatures et que des métabolites stéroïdiens vont pouvoir s'accumuler et donner des réactivités croisées pour la 17-hydroxyprogestérone. Et c'est pour cette raison que les sociétés endocriniennes recommandent vraiment, quand on a des positifs lors du screening néonatal et qu'on utilise des tests immunologiques, de toujours confirmer ces résultats positifs par une technique de confirmation de spectrométrie de masse de manière à augmenter la valeur positive, la valeur prédictive positive de ces résultats. Alors, au niveau de l'œstradiol, donc il va y avoir deux problèmes qui vont se poser. Donc ici, vous avez simplement une figure qui représente les concentrations en œstradiol qu'on va obtenir dans différentes conditions cliniques. Chez les femmes en âge de procréer et chez les femmes qui sont sous stimulation ovarienne, on a des taux d'œstradiol qui sont généralement supérieurs à 100 nanomoles par litre et pour lesquels les tests immunologiques, la plupart des tests immunologiques commerciaux permettront d'atteindre des critères de fiabilité analytique acceptables pour mesurer de tels taux d'œstradiol. Par contre, ces tests immunologiques vont rencontrer différentes, on va dire, inconvénients lorsqu'on souhaitera finalement mesurer des taux très faibles d'œstradiol dans certaines indications cliniques. Alors, dans quelles indications cliniques va-t-on devoir mesurer des taux très faibles d'œstradiol pour lesquels finalement les tests immunologiques classiques auront une limite de quantification qui sera trop élevée pour pouvoir être utilisés ces tests, ces immunoessais? C'est par exemple l'évaluation des désordres pubertaires chez les enfants, l'évaluation du statut œstrogénique chez les hommes et l'évaluation du taux d'œstradiol chez les patientes qui sont sous inhibiteurs de l'aromatase. Donc, vous savez que quand on a des patientes qui ont des cancers du sein qui expriment des récepteurs aux œstrogènes, eh bien, elles vont pouvoir, parmi le traitement, recevoir une hormonothérapie. Et dès l'instant où on initie une hormonothérapie chez ces femmes, en fait, on va chercher à suivre des taux d'œstradiol qui seront très, très bas, de l'ordre du 1 nanogramme par litre. Alors ça, c'est le problème des techniques immunologiques pour le dosage de l'œstradiol. C'est le premier problème, la sensibilité. Et le deuxième problème, ça va être le risque de réactivité croisée. Alors, une réactivité croisée qui est très bien connue, c'est le fulvestrant, qui est également donné chez les patientes qui souffrent d'un cancer du sein qui exprime des récepteurs aux œstrogènes. Donc, vous voyez que le fulvestrant, sa structure est représentée ici. Sa structure est très similaire à celle de l'œstradiol. Et vous voyez que lorsqu'on utilise des techniques immunologiques, eh bien, chez des patientes qui sont traitées pour un cancer du sein et qui sont sous fulvestrant, eh bien, on a une réactivité croisée qui est très importante pour les tests immunologiques. Alors, dans cette communication publiée en 2019, vous voyez que les tests qui étaient rapportés pour présenter une très haute réactivité croisée étaient des tests commercialisés par Abbott et par Siemens, mais la même interférence est décrite pour les tests commercialisés par Roche. Et le point qui est très important à savoir, c'est que le fulvestrant, il
il a un temps de demi-vie de plus de 50 jours et même 2 mois après avoir reçu la dernière dose de fulvestrant, des réactivités croisées peuvent encore se présenter. Donc c'est vraiment une interférence qui est excessivement problématique. Alors au niveau du cortisol, donc c'est le dernier stéroïde dont je vais parler, le problème du cortisol, c'est que les tests immunologiques vont mesurer la fraction totale de cortisol. Et donc dans les premières étapes d'un test immunologique, on va avoir ajout d'un agent de dissociation qui va permettre vraiment de cliver le lien entre le cortisol et ses protéines porteuses, dont la principale est la CBG. Et vous voyez que dans certaines populations où la concentration en CBG va augmenter, eh bien, on pourra avoir des problèmes qui vont être rencontrés. Alors, dans cet article qui a été publié en 2016, vous voyez que l'auteur, pour pouvoir évaluer l'impact de la concentration en CBG, ben, c'est vraiment basé sur l'analyse de femmes enceintes. Pourquoi des femmes enceintes? Bien parce que les femmes enceintes, on a un état hyper-œstrogénique qui va stimuler la production et la synthèse de CBG. Donc, c'est vraiment une population très intéressante pour évaluer quel est l'impact de la CBG sur le taux de cortisolémie totale. Et donc ici, vous voyez que cet auteur a simplement réalisé des graphiques de Bland-Tallman vis-à-vis de 3 plateformes immunologiques, donc le test de première génération de chez Roche, le test de deuxième génération de chez Roche et le test commercialisé par Abbott. Et donc ici, vous voyez que pour Roche, et que ce soit la première ou la deuxième génération, bah, il n'y a pas trop d'impact du taux de CBG, puisque vous voyez que quand la cortisolémie augmente, on garde dans les deux cas un biais qui reste acceptable. Par contre, vous voyez que pour Abbott, quand la concentration en cortisol augmente, donc ça c'est vraiment directement relié à la concentration, à l'augmentation de la concentration en CBG, bah, vous voyez que vous avez un biais négatif qui devient de plus en plus important et qui est vraiment lié à un problème que cette concentration en agent de dissociation n'est pas ajoutée en quantité suffisante pour vraiment cliver le lien entre le cortisol et la CBG. Alors après avoir parlé donc de ces, finalement de ces stéroïdes, je vais vous parler de la thyroglobuline. Et donc avant d'aborder la thyroglobuline qui va vraiment être un marqueur tumoral, je vais quand même vous donner les indications cliniques dans lesquelles la mesure de la thyroglobuline peut être intéressante. Alors la thyroglobuline, ça va être vraiment un marqueur tumoral qui va être intéressant à évaluer dans le cadre du follow-up, enfin du suivi des patients qui vont souffrir d'un carcinome différencié de la thyroïde. Alors il faut savoir que le carcinome, le traitement, le premier traitement d'un carcinome différencié de la thyroïde, ça va être la chirurgie avec la thyroïdectomie. Et après la thyroïdectomie, il y a une série d'analyses qui vont être réalisées en suivi et qui vont notamment se baser sur l'imagerie avec la réalisation d'une échographie et des tests biochimiques qui incluront finalement la thyroglobuline et le dosage des anticorps dirigés contre la thyroglobuline. Donc la thyroglobuline et les anticorps vont vraiment être mesurés plusieurs semaines après la thyroïdectomie pour pouvoir vraiment évaluer le statut opératoire et le risque de récidive. Alors la thyroglobuline, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une glycoprotéine qui est excessivement grosse, qui fait 660 000 daltons. Et le point important, vous voyez que la synthèse va se réaliser donc, au niveau cytoplasmique. Ensuite, la thyroglobuline va migrer au niveau du réticulum endoplasmique où elle va pouvoir acquérir sa structure tridimensionnelle. Et ensuite, on va avoir un passage dans l'appareil de Golgi où cette thyroglobuline va vraiment subir de nombreuses modifications post-traductionnelles. Alors, dans ces modifications post-traductionnelles, on a notamment les phénomènes de glycosylation, de sialylation et de sulfation qui vont être vraiment responsables d'une hétérogénéité très importante de cette molécule. Alors ici, c'est pour vous montrer donc, un tableau qui a été publié donc, dans une revue en 2018 et qui montre les différents tests commerciaux qui permettent la mesure de la thyroglobuline. Alors dans ces tests commerciaux, on différencie les tests
de première génération qui vont avoir une limite de quantification aux environs de 1 microgramme par litre, et les tests de seconde génération sont beaucoup plus performants et qui ont finalement une limite de quantification qui sera aux environs de 0,02, 0,1 microgramme par litre. Alors, l'intérêt de la thyroglobuline, c'est d'avoir le test le plus sensible, puisque en ayant le test le plus sensible, on sera capable de mettre en évidence une récidive d'un carcinome différencié de la thyroïde le plus rapidement possible. Alors, il y a différents problèmes qui sont malheureusement rencontrés par les tests immunologiques. Donc ici, vous voyez que ça, c'est les résultats d'un contrôle de qualité externe. Vous voyez qu'on a une hétérogénéité excessivement importante pour les concentrations en thyroglobuline, malgré le fait finalement que toutes ces techniques soient standardisées vis-à-vis du même matériel de référence. Et vous voyez que cette hétérogénéité des résultats pour la thyroglobuline, elle va surtout s'expliquer par les différents épitopes qui vont être reconnus par les anticorps, mais également par le fait que cette molécule est excessivement hétérogène et peut impacter la reconnaissance des anticorps par les anticorps. Alors l'autre problème, c'est ce qu'on appelle l'effet crochet, hein, donc qui est bien connu en biologie clinique et qui s'observe quand on a trop d'antigènes. Quand on a trop d'antigènes, en fait, l'antigène va saturer l'anticorps de capture et l'anticorps signal et va donner une concentration qui sera nettement sous-estimée. Et donc, vous voyez que l'effet crochet, pour la mesure de la thyroglobuline, il est encore finalement publié dans la revue récente. Ici, je vous montre simplement un exemple d'effet crochet qui a été publié en 2020 et qui a été observé pour une mesure de la thyroglobuline qui a été réalisée sur le Cryptor, qui est commercialisé par Thermo Scientific. Alors l'autre problème qui est de loin le problème le plus finalement le plus fréquent pour la mesure de la thyroglobuline, ça va être les anticorps dirigés contre la thyroglobuline, qui sont quand même présents chez quasi un tiers des patients qui vont souffrir d'un carcinome différencié de la thyroïde. Et le problème de ces anticorps, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir masquer les épitopes qui vont être reconnus par les anticorps de capture et les anticorps signal, et ils vont pouvoir causer une sous-estimation des concentrations en thyroglobuline. Et donc le patient, malgré une récidive, pourra garder des taux de thyroglobuline qui resteront indétectables suite à la présence de ces anticorps. Alors, il y a environ une dizaine d'années, donc la spectrométrie de masse a émergé comme étant vraiment une technique très intéressante finalement pour les patients qui vont présenter ces anticorps dirigés contre la TG. Alors, vous voyez que la procédure par spectrométrie de masse est une technique qui est relativement complexe au niveau de sa procédure d'extraction, puisqu'elle implique premièrement une digestion protéolytique de l'entièreté de la thyroglobuline. Pour pouvoir isoler la thyroglobuline, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une immunocapture de peptides qui seront hautement spécifiques de la thyroglobuline. Et puis ensuite, il y aura une séparation, enfin, il y aura une mesure par spectrométrie de masse et un rendu du résultat. Alors, comme on s'y attend, vu qu'il y a une digestion protéolytique, il n'y a plus d'impact de la présence d'un excès d'antigènes ou de la présence d'anticorps dirigés contre la thyroglobuline. Et vous voyez que dans finalement cet article très récent qui a été publié en 2022, vous voyez que vous avez une très bonne corrélation finalement entre les techniques immunologiques et les techniques de spectrométrie de masse pour les patients thyroïdectomisés qui n'ont pas d'anticorps dirigés contre la TG. Par contre, quand vous faites la même corrélation et la même étude chez les mêmes patients donc thyroïdectomisés qui ont des anticorps, vous voyez qu'effectivement, les techniques immunologiques ont tendance à bien sous-estimer les concentrations en thyroglobuline. Alors, est-ce que la mesure de la thyroglobuline par spectrométrie de masse, c'est la réponse à tout? Malheureusement, il y a beaucoup de désavantages à cette technique de spectrométrie de masse. Donc, tout d'abord, la technique d'extraction qui est excessivement complexe. À l'heure actuelle, il y a très peu de laboratoires qui utilisent cette technique pour mesurer la thyroglobuline en routine. Alors, l'autre gros problème, c'est la limite de quantification de ces techniques de spectrométrie de masse qui est plus élevée par rapport aux techniques immunologiques. Donc, la mise en évidence de récurrence risque d'être retardée par rapport
aux techniques immunologiques, du moins pour les patients qui ne présentent pas d'anticorps. Et vous voyez que dans cet article-là dont je vous ai parlé dans la slide d'avant, l'auteur a pu mettre en évidence que malheureusement, chez 40% des patients pour lesquels on met clairement en évidence une récidive, eh bien 40% des patients thyroïdectomisés gardent des taux de thyroglobuline qui restent indétectables, malgré le fait que ces patients présentent des métastases à distance. Et donc, en fait, ce qui a été émis comme hypothèse, c'est que chez les patients qui présentent des carcinomes différenciés de la thyroïde, en fait, dans l'environnement tumoral, on va avoir des mutations somatiques du gène codant pour la thyroglobuline qui va pouvoir impacter la structure de la thyroglobuline et qui va pouvoir impacter la digestion protéolytique. Alors, au niveau de mes conclusions, donc vous avez vu que dans cet exposé, finalement, j'ai parlé d'interférences diverses pour les techniques immunologiques avec des réactifs commercialisés par Roche, par Diasorine, par Siemens, par Thermo. Et donc, malheureusement, aucune firme n'est épargnée par ces interférences. Alors, il ne faut quand même pas être paranoïaque parce que voilà, il y a quand même un effort qui est réalisé au niveau de ces firmes pour améliorer de manière continue ces réactifs et plus particulièrement ces anticorps qui deviennent quand même de plus en plus spécifiques. Et il est nécessaire de garder à l'esprit que une technique de spectrométrie de masse ne constitue pas nécessairement une méthode de référence. Il faudra que celle-ci soit correctement validée et qu'elle soit correctement calibrée avec toujours une interprétation des valeurs obtenues en accord avec des valeurs de référence